Bienvenue chez Basilic, le podcast pour changer de regard et imaginer ensemble un futur désirable. Je suis Jeanne, votre hôte, et chaque semaine, je tends le micro à celles et ceux qui façonnent le monde de demain. Je vous souhaite la bienvenue et j'espère que vous vous sentirez bien chez Basilic. Bienvenue chez Basilic, le podcast pour changer de regard et imaginer ensemble un futur désirable. Je suis Jeanne, votre hôte, et chaque semaine, je tends le micro à celles et ceux qui façonnent le monde de demain. Je vous souhaite la bienvenue et j'espère que vous vous sentirez bien chez Basilic. Cette semaine, je renoue avec mes premiers amours, l'entrepreneuriat dans le secteur des cosmétiques. Et pour en discuter, j'ai eu le plaisir de tendre mon micro à Alexandra, fondatrice de la jeune marque Dipsée. Alexandra est avant tout passionnée par les molécules, les actifs, les ingrédients. Bref, Alexandra est formulatrice en cosmétiques depuis plusieurs années. Il y a quelque temps, elle a décidé de créer sa propre marque de cosmétiques afin d'utiliser des ingrédients upcyclés. Lorsqu'on pense à l'upcycling, on pense surtout à des accessoires de mode, des vêtements, ainsi qu'à des objets de décoration. Mais assez peu à des produits cosmétiques. Et pourtant, Alexandra nous prouve qu'il est possible de concevoir des soins cosmétiques à partir d'ingrédients upcyclés. C'est la raison pour laquelle Alexandra a imaginé Dipsée, en utilisant différents ingrédients issus de diverses filières de production alimentaire. Je ne vous en dis pas plus et je vous laisse découvrir l'histoire de la pétillante Alexandra. Bonne écoute à vous. Bonjour Alexandra. Bonjour, enchantée Jeanne. Je suis très heureuse de te retrouver aujourd'hui pour une nouvelle interview consacrée à ta jeune marque de cosmétiques. On va en parler plus en profondeur pendant tout l'épisode. Mais avant cela, j'aimerais que tu commences par te présenter, nous dire qui tu es. Je te remercie déjà pour cette interview. Donc, je m'appelle Alexandra Mignot, j'ai 31 ans, je suis originaire de Normandie. Formation scientifique. J'ai fait un master en chimie spécialisé dans les cosmétiques et la parfumerie. J'ai notamment travaillé plusieurs années dans un laboratoire d'innovation pour une marque française. Et j'ai décidé à l'été 2021 de tout quitter pour lancer ma propre marque. En fait, pour mon ancienne entreprise, je travaillais au Luxembourg. Et j'avais aussi un besoin, du coup, si je voulais lancer cette marque, de revenir de là d'où je venais pour être au plus près de mes proches, car je pense que beaucoup de monde pourrait comprendre quand on lance sa boîte, c'est très important aussi d'être bien entouré et pas loin de ses proches pour éviter tous les allers-retours que je faisais auparavant. Donc je suis retournée en Normandie, au Havre plus exactement, pour lancer ma marque qui se nomme Dipsée. Donc tout de suite, Dipsée, pourquoi Dipsée ? En fait, ipse veut dire soi-même en latin et D pour durabilité. Donc ça donne le message de la marque. Donc des soins pour le visage éco-responsables et anti-gaspi grâce à l'upcycling. On va reparler justement de l'upcycling qui est vraiment la dimension très innovante, je trouve, chez Dipsée et qui est vraiment aussi très singulière. On n'a pas l'habitude d'entendre parler d'ingrédients upcyclés. Donc c'est aussi pour ça que j'avais envie de te recevoir parce que j'essaie toujours de trouver des marques qui ont un petit truc en plus. Avant qu'on rentre vraiment dans l'upcycling, j'aimerais que tu nous dresses un peu le constat. Donc tu le disais, tu travaillais au Luxembourg en labo, tu avais envie de changer. Pourquoi une marque engagée ? Est-ce que pour toi c'était une évidence ?
Pourquoi la durabilité comme axe majeur dans le développement de tes produits? Pourquoi cet engagement avec plus de 50% de tes ingrédients qui sont français? Le choix de ne pas utiliser d'huile de palme? Voilà, des engagements très forts pour notre santé et pour le monde vivant. D'où ça devenait cette force, cet engagement? Cet engagement, je pense, il vient aussi au fur et à mesure qu'on vit, j'ai envie de dire. Plus on grandit, plus on mûrit et plus on a envie de faire attention aussi à ce qu'on consomme. Aussi pour pas cacher, avec mon expérience précédente, qui avait aussi c'était une marque qui avait quand même des valeurs pour un grand groupe et m'a beaucoup appris là-dessus, m'a donné vraiment des bases très intéressantes. Vu que je travaillais dans la partie innovation, cela aussi m'a permis d'explorer et de creuser au plus profond sur le choix des ingrédients pour construire une formule. Donc on va dire que j'avais de bonnes bases pour créer ces engagements, en fait, pour ma propre marque. Et aussi, c'est vrai que c'est quelque chose qui me semble évident où, oui, on peut avoir l'envie de créer ses propres produits, on peut avoir l'envie d'entreprendre, mais si on souhaite créer une marque, pour moi, ça me semblait nécessaire, en fait, qu'il y ait cette volonté-là, en fait, cette volonté de mieux consommer, de réfléchir différemment pour proposer quelque chose de novateur sur le marché et pour proposer aussi une solution aux consommateurs pour qu'ils puissent aussi mieux consommer lui, puisque souvent on demande toujours aux consommateurs de faire des efforts sur certaines choses, mais je trouve que c'est aussi aux marques de s'améliorer là-dessus. Et grâce à des nouvelles marques, donc moi, mon atout est vraiment sur l'upcycling. Il y en a aussi énormément d'autres qui proposent d'autres solutions. Je trouve ça important de réfléchir vraiment à la naissance quand on crée un produit sur ses engagements, en fait. Et c'est pour ça qu'il y a l'upcycling, mais il y a aussi d'autres choses, comme il a été cité avec le palme et le sourcing. Oui, c'est vraiment une de tes priorités et ce sur quoi tu mets l'accent. Alors, l'upcycling, on va en parler parce que vraiment, c'est très intriguant. Je pense que là, les auditeurs et auditrices se demandent un petit peu ce qu'on peut upcycler. Est-ce que déjà, tu peux nous expliquer ce qu'est l'upcycling en cosmétique ? Ok, ou alors l'upcycling de façon générale, déjà, il y a une définition, celle que je répète souvent à des personnes du coup qui me demandent ce que c'est. L'upcycling consiste à revaloriser une ressource destinée à ne plus être utilisée. Donc c'est une très belle définition pour parler comme des gens disent oui, c'est comme un déchet, c'est du recyclage. Mais non, c'est différent, puisque le recyclage, en fait, il y a la notion de déchet, donc de jeter l'élément pour après le réutiliser. Dans l'upcycling, c'est en fait conserver l'élément comme il a été transformé ou comme il est présent et l'utiliser tel quel, en fait, vers une autre production, un autre produit, et aussi pour l'élever vers le haut. Donc c'est utiliser ses bénéfices. Il y a une dimension de revalorisation. Exactement, c'est ça. Le up, donc c'est upcycler, voilà. Donc toujours tirer vers le haut. C'est dommage qu'on n'ait pas un terme en français. En français, mais c'est le surcyclage. Mais c'est pas très beau. C'est pas très sexy. Non. Et donc l'upcycling en cosmétique, qu'est-ce que ça signifie ? Explique-nous tout. En fait, l'upcycling, il peut y avoir plein de choses différentes. D'ailleurs, avec ma communauté, je demande souvent aux nouveaux abonnés sur mes réseaux sociaux est-ce qu'ils connaissent l'upcycling ? Beaucoup me disent qu'ils pensent que il s'agit du packaging. C'est vrai que c'est la chose qu'on peut penser plus facilement. Des packagings qui sont déjà recyclables, peut-être que là, ce sont des packagings upcyclés. Mais l'upcycling peut se faire très facilement en cosmétique par les ingrédients. Donc, ce sont des ingrédients principalement qui ont été revalorisés de l'industrie agroalimentaire. D'accord. Voilà. Donc, pour faire simple, puisque en fait, l'industrie agroalimentaire, il y a énormément de gaspillage. On parle auprès des consommateurs, les poubelles auprès du consommateur, gaspillage avec les dates limites de consommation, par exemple. Mais il y a aussi un gaspillage avant, sur la chaîne de production, en fait, de ces denrées alimentaires, puisqu'on est souvent sur une production qu'on appelle linéaire, c'est-à-dire prendre une ressource naturelle, la transformer pour en faire l'aliment à destination du consommateur et jeter tout ce qui est autour.
Et donc, l'upcycling, on appelle ça comme une économie circulaire, c'est-à-dire réfléchir à cette étape de production s'il y a des éléments qui peuvent avoir un intérêt pour d'autres produits et pour d'autres industries. Donc, souvent, puisque l'alimentaire qui utilise des ressources naturelles, d'origine naturelle, il y a des ressources qui sont similaires à la cosmétique, quand on parle d'huile végétale, quand on parle aussi de végétaux, de fruits ou de légumes. Et donc toutes ces ressources en fait peuvent avoir un intérêt en cosmétique, puisque ce qui est composé dans le végétal, donc il y a des principes actifs, des composés, des antioxydants, des minéraux, et tous ces éléments-là ont aussi un bénéfice pour la peau. Donc toi, c'est ces ingrédients-là que tu es allé chercher. C'est ça. Quel est le premier ingrédient que tu as déniché en upcycling ? Parce que voilà, tu as eu cette idée, mais après, il fallait encore trouver l'ingrédient qui ait des bienfaits sur la peau, que tu puisses utiliser. Voilà, et c'est pas évident, mais c'est une chose de se dire ces produits existent et il va falloir les revaloriser, mais ensuite de trouver le bon produit pour le bon soin. On a déjà entendu parler, il y a quelques années, je pourrais plus dire le nom de quel... Ah mais si, je me souviens. C'était une box française qui s'appelait Prescription Lab, qui avait proposé une fois un gommage au marc de café. Oui. Et donc, ça a été le premier upcycling que j'ai connu, en fait, dans ma prospection cosmétique. Et donc, le marc de café a un intérêt, c'est-à-dire réutiliser les grains. On peut même le faire chez soi. On prend son marc de café, on fait une petite pâte, et ça fait un très bon gommage. Donc cet upcycling-là est quelque chose de simple que peut faire le consommateur. Après, par mon métier, du coup, dans le laboratoire, prospection de nouveaux ingrédients, innovation, je discute avec nombreux fournisseurs, nombreux acteurs du milieu. Et les premiers ingrédients upcyclés que j'ai vus, ce sont des eaux de fruits. Les eaux de fruits, où je ne savais pas, il y a nombreux industriels en fait, de l'agroalimentaire qui font des jus à base de concentré. En fait, les jus à base de concentré, c'est qu'on prend le fruit du producteur, de l'agriculteur, et on en fait une poudre. Et en fait, donc on utilise après la poudre qu'on va rehydrater pour faire le jus à base de concentré. En fait, l'eau du fruit n'est pas utilisée. Oui, donc c'est un énorme gaspillage. Exactement. Puisque on peut voir ceci à une échelle, mais énorme en fait, pour toute la production des jus de fruits. Donc, parce que si on imagine que pour une bouteille de jus, déjà, il y a plusieurs fruits exactement. Qui ont été réduits en poudre pour leur concentré et que finalement leur eau n'est pas valorisée. Donc ça, on parle, c'est uniquement énorme. Pour les jus à base de concentré qu'on parle en poudre. Mais il y en a beaucoup qui sont comme ça. Après, il y a peut-être des contraintes techniques de ne pas presser le fruit directement, mais en tout cas... Là, au moins, ça évite un déchet qui est un peu inutile, sachant que dans l'eau de fruits, il y a énormément d'antioxydants. C'est pour ça que tu t'es tournée vers l'eau de poire. Par exemple, exactement. Okay. L'eau de poire qui provient des Vosges, celle-ci, et parfois aussi de l'Est de la France. En fait, c'est avec différents producteurs. Donc, on essaye de revaloriser. Et ça a un bénéfice aussi pour les producteurs, c'est-à-dire que ça leur fait une économie supplémentaire. De pouvoir réutiliser en fait cette ressource qu'ils normalement n'utilisent pas du tout et donc ça a une démarche aussi louable économique pour ces producteurs-là. C'est bénéfique à tous les niveaux puisque évidemment ça limite le gaspillage et comme tu le disais ça peut être aussi un revenu supplémentaire ou en tout cas complémentaire pour le producteur. Donc toi tu te tournes vers l'eau de poire, comment ça se passe ? Tu sors du labo, donc de ton labo au Luxembourg, tu te dis allez je vais lancer ma marque. Tu vas chercher tes fournisseurs et tu commences à faire tes essais. Comment tu fais ? Ah, il y a une longue histoire en fait entre ça. C'est vrai que là, ça a été... En fait, quand j'ai quitté mon Luxembourg pour créer ma société, au départ, j'avais aussi une autre idée de marque qui avait toujours des valeurs engagées, bien sûr, mais c'était une autre idée de produit. Je voulais faire de la personnalisation, puisque en tant que formulatrice, on a toujours cette envie-là. Après, quand on s'apprête à faire le business plan, très marketing, communication et business, on se rend compte que si on veut vraiment faire de la vraie personnalisation, c'est pas rentable du tout. Donc, il y a eu la réflexion de me dire non,
toute façon, on n'est pas non plus dans la sur-mesure, dans la surconsommation. Donc, on va se concentrer sur des bons produits qui jouent, on va dire, sur les mécanismes de la peau de façon universelle pour tous les types de peau. Et ça va être déjà très bien. Et à l'issue de la réalisation de ce business plan-là, j'avais aussi déjà en tête l'idée de l'upcycling, puisque je pensais aussi l'intégrer dans cet autre concept qui est la personnalisation. Et là, en discutant aussi avec des proches autour de moi, certains me disaient « Non, mais là, Alex, t'es en train de mettre beaucoup trop de choses en fait, dans ta marque. Tu te mets la barre, mais trop haute, en fait. » Et c'est vrai que j'ai retiré ce côté-là, personnalisation, qui pouvait être très bien. Et je me suis dit « Mais pourquoi je ne resterais pas déjà sur mon concept de marque engagée ?» et faire de bons produits à partir de cette base-là. Bien sûr. Pour se simplifier aussi la vie. Même si je comprends le souhait d'imaginer plein de formules différentes, parce que c'est ton dada, quoi. Mais... c'est ça, c'est mon dada. Donc le labo, j'adore, et je m'étais dit, je vais louer une boutique pour faire du sur-mesure, mais c'est beaucoup trop complexe. Après, le côté business est obligé de revenir. Il y a cette casquette-là maintenant que je dois avoir. Donc l'idée de l'upcycling, je l'ai eue en refaisant un second business plan. Et celui-ci s'est fait beaucoup plus facilement. Donc c'était aussi prometteur, voilà, sur le fait que c'était beaucoup plus viable. Et dès que j'avais ce business plan, c'est vrai qu'en parallèle, de toute façon, je contactais des fournisseurs, je faisais des salons, les salons cosmétiques. On a de la chance en France, il y en a plein. En France, vraiment, pour la cosmétique, on a de la chance. On a tous les acteurs qu'il faut, on a tous les salons. Il y a même aussi des fournisseurs internationaux qui viennent, puisque on reste quand même un pays très important pour l'industrie cosmétique. Donc c'est un grand avantage, c'est qu'il y a tout à portée de main. Je suis pas loin de Paris, donc je faisais pas mal de déplacements, puisque oui, la plupart des salons se tiennent à Paris. Tous les ans, il y a le Cosmetagora pour ceux qui sont plus la partie labo. Cosmetagora, il y a Cosmétique 360 pour la partie innovation, où certains sous-traitants, fabricants, producteurs aussi sont présents. Pour le packaging aussi, il y a le salon du packaging, il y a le Luxe Pack à Monaco, mais il y a une version à Paris. Donc ça, c'est très pratique. Donc en fait, il y a tout ce qu'il faut ici. En fait, au début, j'ai fait plein de salons. J'ai fait plein de salons pour me présenter ou représenter, puisque certains me connaissaient déjà. Te présenter avec ta nouvelle casquette. Exactement, avec ma nouvelle casquette, avec mon nouveau cahier des charges, mes envies. Et ils ont plein de choses. De toute façon, ils se renouvellent, ils proposent plein de nouveaux ingrédients. Après, c'est à nous, du coup, de réfléchir avec tous ces ingrédients-là proposés, de réfléchir à quelque chose de novateur pour le consommateur. Donc, oui, il y avait pas mal de fournisseurs ou d'acteurs qui sont aussi très engagés, eux, qui font très attention au sourcing. Après, c'est à nous de poser les bonnes questions et à garder ce cahier des charges-là pour avoir quelque chose d'important et de transparent pour le consommateur. Donc toi, t'es allée un petit peu à la pêche aux ingrédients pour trouver ce qui te parlait, ce qui te semblait le plus pertinent. Et après, tu as gardé quand même ce plaisir de la formulation. Oui. Donc tu as loué, j'imagine, un petit laboratoire pour pouvoir formuler et réaliser différents essais. C'est ça. J'ai pu louer un laboratoire. Donc j'ai été la pionnière de la location d'un laboratoire à l'Université du Havre, là où j'ai fait mes études. Donc, grâce avec une ancienne professeure, qui est aussi maintenant vice-présidente et qui s'occupe de la recherche de l'université, on a échangé pendant longtemps pour réaliser un contrat, pour voir ce qui était possible. Donc, ça a été un long travail qu'on a fait ensemble. Je la remercie beaucoup parce qu'elle s'est quand même battue pour que je puisse le faire. Et c'est prometteur même pour les futurs, on va dire, les futurs étudiants. Ça peut leur donner envie, ça peut leur donner des idées, puisque d'autres écoles le font. Donc voilà, et c'était une super opportunité. Donc voilà, je suis super contente. À 10 minutes en tram, j'étais à côté de mon laboratoire que je pouvais louer à la journée, demi-journée. Donc j'arrivais à m'arranger en fonction des disponibilités de celui-ci. Et j'ai pu faire mes recherches, revenir à mes premiers amours de formulation. Et dans ce laboratoire-là, j'ai testé énormément d'ingrédients. Donc à l'issue de tous ces salons cosmétiques, j'avais demandé, c'est pratique, on peut demander des échantillons en fait pour tester les produits, et comme ça on fait des petites formulations, des tout petits formats pour tester, pour voir la texture, le toucher, la compatibilité, la stabilité, enfin voilà, plein d'aspects différents. Et notamment, il faut savoir qu'avec des produits d'origine naturelle, la stabilité est beaucoup plus difficile et complexe.
C'est-à-dire qu'un ingrédient d'origine naturelle, il bouge en fonction des saisons. Donc je le demandais aussi, dès que ma formule était assez stable, mon choix d'ingrédients s'était arrêté. Il fallait que je fasse différents essais avec différents numéros de lot de production, enfin des choses de ce genre-là, pour vraiment tester la stabilité et l'efficacité de ces ingrédients d'origine naturelle. Ma complexité aussi était mes produits en fait sont concentrés en eau upcyclée, comme on le disait tout à l'heure, et le fait d'avoir une eau, on va dire pas neutre en fait, une eau végétale, fait qu'il y a énormément de composés de minéraux et tous ces antioxydants, donc ça reste très concentré dans la formule. C'est une complexité aussi chimique en fait, pour faire la crème. C'est un bienfait pour la peau, mais c'est une complexité c'est pas facile. Supplémentaire en formulation. Exactement, c'est assez complexe à faire, c'est vraiment du sur-mesure. Donc qui a nécessité un certain temps. Après, c'est parce que j'ai l'habitude, donc j'allais très très vite. Mais oui, en une journée, pour te dire, je faisais l'équivalent de 14 essais. Je lançais 6 crèmes en même temps. Ok. 6 crèmes en même temps, et du coup, je faisais 2 tours. Et ça charbonnait. En fait, 2 jours avant, je préparais tous mes essais. C'était au peigne fin, j'arrachais les feuilles, devant chaque béchère je mettais une feuille, je disais ça c'est cet essai-là, et du coup à chaque fois j'analysais, je disais celui-là il a pas marché, du coup je l'arrête complètement, soit je l'optimise. Mais oui, j'ai fait vraiment quelque chose d'hyper rapide pour que la R&D soit, pour que cette partie-là soit rapide, pour gagner du temps sur cette partie-là, et ce qui fait que j'ai réussi à faire ça en 4 mois de R&D, mais c'est même pas du 4 mois temps plein. J'ai réussi à faire ça, on va dire, en temps plein, en 12 jours de laboratoire. Ok. Mais on fait 12 fois 12, donc ça fait énormément d'essais. Hein. Ouais, c'est ça. T'as réalisé énormément d'essais avant de trouver le Graal, le bon produit. La bonne texture. La bonne texture. Pour 2 produits, donc une crème et un sérum. C'est les 2 produits sur lesquels tu t'es concentré dès le départ. C'est vrai qu'une crème est un peu plus complexe qu'un sérum, on peut le penser, vu que c'est une émulsion. Mais je me disais, autant faire le lancement avec les 2 produits en même temps. Des fois, on me disait, mais pourquoi 2 produits pourquoi ne pas se concentrer que sur un seul? Mais déjà, je me disais, c'est important quand même d'avoir 2 produits où j'ai essayé de faire aussi une synergie entre ces 2 produits-là, puisque les 2 peuvent donner des bénéfices qui se décuplent. L'un peut aussi ils peuvent être utilisés seuls, mais la synergie est assez intéressante. Et je trouvais que créer une marque pour s'implanter sur le marché, c'était très important quand même d'avoir déjà au moins 2 produits pour réussir à communiquer sur les réseaux et à communiquer auprès des professionnels aussi, pour la partie commerciale. Donc tu t'es lancé avec ces 2 produits. Donc on l'a dit, dans le sérum, le produit upcyclé, c'est cette eau de poire. Oui, entre autres. Entre autres, il y en a d'autres ? Oui, dans le sérum, il y a aussi un extrait de pamplemousse corse. Exact. Oui. Et en fait, ce sont les pamplemousses où la taille ne plaît pas aux industriels, donc qui ne sont pas utilisés. Et donc, il y a certains pamplemousses aussi qui du coup ne sont même pas réutilisés. En fait, il y en a tellement qui sont hors calibre. Certains sont réutilisés dans d'autres des coopératives, notamment les coopératives prennent ces fruits et légumes hors calibre, mais il y en a tellement que il y a aussi un intérêt le producteur, l'agriculteur en avait trop sur le bras, et il y a un intérêt aussi pour revaloriser en faisant un actif. Ok. Et dans ce cas-là, c'est l'agriculteur qui passe par un laboratoire qui ensuite le labo te fournit l'eau de pamplemousse. C'est le fournisseur qui s'en occupe exclusivement, oui, qui gère toute la filière, comme ça il s'occupe de la transparence totale. Ouais, et oui, c'est lui qui crée aussi l'actif. Comme ça, exactement. T'achètes l'actif. J'achète l'actif, c'est ça. Et son sourcing au final. Oui, mais du coup je demande quand même au fournisseur à ce qu'il me donne la totale transparence et à ce que j'ai l'information vraiment sur d'où l'origine. Donc en fait tu mènes un peu l'enquête. Oui, en fait ils ont toutes les informations, il faut juste les demander. Après, s'ils les ont pas toutes et qu'ils galèrent, là on se dit c'est peut-être pas forcément le fournisseur le plus engagé qui soit. Ouais, c'est pas bon signe en général. C'est ça, exactement. Si l'info, si c'est pas clair comme de l'eau de roche, c'est pas bon signe, on est bien d'accord. Et donc tu t'es lancé avec une campagne sur Ulule qui a très bien fonctionné, qui a atteint son objectif très rapidement, en une journée à peine. C'est ça. Aujourd'hui, ça fait quand même quelques mois
que ta marque a vu le jour, que tes premiers produits ont rencontré leurs utilisatrices, tes clientes. Comment est-ce que tu vois ton développement? Comment est-ce que ça se passe? Est-ce que tu as envie de travailler sur des nouvelles formulations dans un premier temps? Et puis dans un second temps, si tu peux nous raconter aussi ta vision avec cette marque, dans quelle direction est-ce que tu as envie d'aller? Voilà, tu peux nous raconter tout ça. Oui. Alors, effectivement, j'ai un troisième produit en tête qui a déjà été qui a déjà été travaillé au sein du laboratoire de recherche, donc que j'ai déjà formulé. Il me manque uniquement, là c'est une question de business d'entreprise pour le financement de ce troisième produit. Mais en soi, il est déjà imaginé et il sera complémentaire aux deux autres. Ensuite, la vision que j'ai de Dipsea, donc c'est de démocratiser l'upcycling, vraiment. Donc, parce que pour montrer qu'en fait, c'est une façon de mieux consommer, mais sans compromis. C'est-à-dire qu'on est sur des produits qui sont engagés, donc il n'y a pas ce compromis-là, et parce qu'on est aussi sur des produits qui ont une texture comme la cosmétique conventionnelle, j'ai envie de dire. On est sur des textures très sensorielles. Il y a un parfum qui est léger, mais on est sur quelque chose qu'on adore appliquer. On n'est pas sur quelque chose... Des fois, on peut aller sur des produits qui sont très vertueux, certes, mais qui sont pas du tout agréables à appliquer. Et là, j'ai vraiment mis un accent sur le fait de voilà, ne pas négliger le sensoriel, puisqu'on reste quand même dans la cosmétique. Donc, c'est hyper important. Oui, c'est peut-être aussi mon côté formulateur. Grande sensorialité dans l'usage des produits. Que ça reste important. Ensuite, ma vision, c'est de me faire connaître de plus en plus, augmenter ma visibilité et aussi de me faire commercialiser donc, en propre dans le maximum de boutiques en France. Donc pour cette distribution, tu vises plutôt des boutiques bio ou des parapharmacies, pharmacies quel est ton axe? Je vise des pharmacies, parapharmacies, puisque Quand je les rencontre, je leur dis le discours où je suis convaincue que en fait, mes produits ont une valeur dermocosmétique en soi en termes de bénéfices soins pour la peau. Et ils ont aussi des engagements. Et c'est quelque chose dans la pharmacie où c'est rare et on ne trouve pas forcément de produits aussi engagés. Et ça pourrait intéresser certaines consommatrices en fait. Nombreuses consommatrices vont se diriger aussi vers ces pharmacies, parapharmacies pour avoir le conseil. Et je trouve ça important puisque mes produits sont des produits qu'on peut conseiller si on les teste, on peut voir tout de suite le bénéfice que cela peut apporter. Il y a une certaine efficacité immédiate, il y a du long terme aussi, de façon biologique, mais il y a aussi une certaine efficacité immédiate qui pourrait satisfaire les consommatrices. Donc c'est ce réseau-là de distribution que j'ai choisi. Ok. Ce qui est très touchant, moi je trouve, dans ton récit, c'est qu'on sent bien ta passion pour la formulation et ton envie de... Finalement, il y a quelque chose d'assez engagé aussi dans la façon dont tu le proposes, parce que en allant un peu défricher ce secteur des ingrédients upcyclés, en montrant la voie, tu encourages aussi, à terme, j'imagine, l'industrie cosmétique à penser ces ingrédients, à les inclure. Et aujourd'hui, c'est peut-être quand même pas dans leur spectre et quelque chose qu'ils n'ont pas forcément en tête. Et là, en montrant que c'est possible, ça donne aussi envie, j'espère, à l'industrie plus conventionnelle, dirais-je, de s'engager aussi. Et je trouve qu'on a toujours besoin de marques précurseuses comme la tienne. Sur les retours, quand tu as eu tes premières clientes que tu connaissais pas, donc au début, quand on lance une marque, on a aussi des proches, évidemment, et c'est normal. Mais quand tu as eu tes premières clientes que tu connaissais pas, que tu as eu leur retour, quelles ont été tes émotions? Comment tu t'es sentie? Super contente. Déjà, dès que j'ai eu les premiers inconnus qui ont participé à mon financement participatif, c'était des personnes que j'avais réussi, qui m'ont connue sur les réseaux sociaux, par exemple, qui m'ont suivie et qui avaient testé. J'avais fait une phase de pré-test aussi de mes produits avant cette campagne de crowdfunding. Et oui, j'ai eu quelques personnes qui avaient fait
cette phase de pré-test qui ont commandé pendant le crowdfunding. Et j'avais trouvé ça super sympa en fait. Et vraiment, je me disais, c'est que vraiment les produits ils plaisent. Et après, d'avoir aussi les avis clients sur le site internet où on sent vraiment l'efficacité sur le bénéfice soin et peau, je suis hyper contente, ouais, et fière. Ouais. Vraiment, du côté de l'aspect de la texture et de l'efficacité, je suis très contente. Puisqu'on va dire, pour la partie engagement, bon, j'ai coché mes cases. Là, ça y est, cette partie-là est faite et démontrée. En fait, en soi, tout est transparent. Maintenant, ce qui restait, on va dire, à faire, les produits avaient besoin de faire leurs preuves auprès des consommatrices pour le plaisir d'application et aussi pour l'efficacité. Donc, je suis super contente des retours que j'ai eus. J'ai eu pas mal de retours quand même pour une marque qui s'est lancée cet été. Je suis plutôt contente. Je suis sur une quarantaine d'avis clients et clientes déjà fait, parce qu'il y a certains hommes qui ont testé les produits aussi. Donc oui, je suis plutôt contente sur l'efficacité, l'aspect anti-imperfection de certaines personnes qui avaient des problèmes de peau, sur l'effet repulpant, lissant immédiat même, et sur l'hydratation qui était assez profonde de mes produits. Donc comme je disais tout à l'heure, vraiment sur des efficacités socles. Je suis sortie de mon projet de personnalisation et là on est vraiment sur des efficacités socles, mais qui me semblent essentielles en fait. L'hydratation pour moi c'est la base. Un produit cosmétique il doit forcément être hydratant, ils le sont pas tous. Donc vraiment avoir une hydratation où à la fin de la journée en fait on n'a pas la peau qui tire et on n'a pas des petites stries sur la peau. Par exemple, quand on dit des fois on a un maquillage, c'est à cause du fond de teint, ça peut être aussi à cause de la crème hydratante en dessous. Si elle n'est pas assez hydratante, ça fait des petits traits. Voilà. oui, il faut une hydratation profonde des couches de l'épiderme. Immédiate et profonde. Ouais. C'est effectivement un enjeu. Génial. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter avec cette jolie marque ? L'année 2025, j'espère réussir à conquérir nombreux revendeurs en France pour améliorer ma visibilité sur le territoire. J'aimerais aussi me développer assez facilement et pourquoi pas me permettre fin d'année ou l'année suivante aussi des recrutements peut-être en freelance ou dans un premier temps, mais pour m'épauler. Puisque c'est vraiment la partie, quand on est seul à mener la barque, il faut s'accrocher. Même si là, je me disais, ça y est, la partie développement, c'est vrai que j'ai quand même tout chapeauté. Même si j'avais des prestataires, bien entendu, parce que j'ai pas l'expertise surtout, notamment des prestataires pour les packaging, le graphisme, la réglementation, TOX, tout ça. Mais j'étais toujours présente pour, on va dire, leader la chose et suivre. Enfin, c'est normal, donc ça prend beaucoup de temps. Donc là, cette partie-là est faite, mais maintenant, il y a toute la partie commercialisation et aussi la partie administrative d'une entreprise qui est très, très lourde et prenante. Donc ça, ce que je me souhaite, c'est dès que je le pourrai, ne plus être seule dans l'univers de Dipsy, et je suis sûre que j'arriverai à convaincre quelqu'un de suivre l'aventure avec moi. Génial, écoute, je te le souhaite et on va suivre tes aventures de près. Merci infiniment Alexandra d'avoir partagé ton histoire au micro, c'était très chouette. Merci beaucoup, à bientôt. Avec plaisir. Au revoir. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si vous êtes encore là, j'imagine qu'il vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner à Basilic sur votre application de podcast favorite pour ne louper aucun épisode. Vous pouvez également me suivre sur Instagram et LinkedIn @basilicpodcast pour découvrir les coulisses de tous les épisodes et de toutes les interviews. Et enfin, si l'univers du podcast vous intéresse, alors je vous invite à jeter un œil à basilicpodcast.com. Vous y découvrirez Basilic Studio, la formation que j'ai créée pour vous accompagner à lancer votre propre podcast et surtout le podcast de vos rêves, mais également Basilic Lab, l'agence qui nous permet de créer des podcasts pour des marques audacieuses et des thérapeutes engagés. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode et d'ici là, prenez grand soin de vous.
Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si vous êtes encore là, j'imagine qu'il vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner à Basilic sur votre application de podcast favorite pour ne louper aucun épisode. Vous pouvez également me suivre sur Instagram et LinkedIn @basilicpodcast pour découvrir les coulisses de tous les épisodes et de toutes les interviews. Et enfin, si l'univers du podcast vous intéresse, alors je vous invite à jeter un œil à basilicpodcast.com. Vous y découvrirez Basilic Studio, la formation que j'ai créée pour vous accompagner à lancer votre propre podcast et surtout le podcast de vos rêves, mais également Basilic Lab, l'agence qui nous permet de créer des podcasts pour des marques audacieuses et des thérapeutes engagés. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode et d'ici là, prenez grand soin de vous.